Imaginez une seconde qu'une entité prenne le contrôle de votre corps. Que votre corps ne vous appartienne plus durant plusieurs semaines. Eh bien, que feriez-vous? Bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Aujourd'hui, l'étrange possession de Laurency Venom. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas de possession, l'un des plus documentés de l'histoire. Mais avant d'aborder ce sujet et de vous parler de Laurency, il me faut vous conter l'histoire de Mary, le point de départ, celle par qui tout est arrivé. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous un verre d'eau, éventuellement à manger, mettez vos écouteurs et c'est parti. Nous sommes le 8 octobre 1846 et Azarov vient de mettre au monde une petite fille qu'elle prénommera Marie. Très vite, la santé de Marie se dégrade. Elle n'a que quelques mois quand les médecins lui diagnostiquent des crises d'épilepsie. Marie grandira, mais ce sera une enfant extrêmement fragile. À ses 13 ans, toute la famille Roth déménage et part s'installer à Watseka dans l'Illinois. Marie semble gravement affaiblie. Ses crises d'épilepsie s'intensifient et elle en souffre à présent jusqu'à 2 fois par jour. Mary sombre peu à peu dans la mélancolie et la dépression. Elle enchaîne de longues périodes de mélancolie et des crises d'épilepsie la rendant chaque jour de plus en plus faible. Au printemps 1864, Marie n'en peut plus. Elle est âgée que de 18 ans et n'aspire qu'à une vie normale. Après une longue période de troubles, elle souhaite mettre un fin à ses souffrances. Elle attrape un couteau, se rend dans son jardin et se faufile au fond de la cour, et d'un geste sec et précis, se taille le poignet. Le sang s'écoule très rapidement. Mary, dans un premier temps, est fascinée par ce sang qui s'écoule, mais elle perd très vite connaissance. Il faut dire que Mary avait pris pour habitude, afin de soulager sa tête, disait-elle, de se scarifier. Très régulièrement, elle s'entaillait les poignets, à tel point que les médecins lui avaient prescrit un traitement qui visait à appliquer des sangsues sur ses tempes. Mary fut fascinée par ces petites bestioles. Et après une cure de 18 mois, une cure thermale, qui n'aura absolument aucun effet sur ses troubles, elle se mit à les élever et à les appliquer elle-même. Mais au matin 1864, les sangsues ne suffisent plus et Mary va trop loin. Elle restera inconsciente plusieurs heures. À son réveil, voyant que ses parents Dan et Asa l'avaient retrouvée à temps, elle entra dans une colère noire et une violence telle qu'il fallut 5 hommes pour maîtriser Mary. Mary devint violente. Elle semble avoir perdu l'esprit. Cet état durera 5 jours et 5 nuits. Puis, au 5e jour, Marie s'arrête brusquement. Elle redevint calme. Elle tourna sa tête vers ses parents et s'effondra dans un profond sommeil qui durera de nombreuses heures. Lorsqu'elle se réveillera, Marie avait les yeux bandés. Ses parents les lui avaient bandés afin qu'elle ne se plaise pas durant ses crises de violence. Mary se réveilla, se leva de son lit, toujours les yeux bandés. Elle attrapa une encyclopédie, l'ouvrit et fut glisser ses doigts sur les colonnes. Et s'arrêtant sur le mot « sang », elle lut le texte. Elle impressionna ses parents et ses médecins. Comment pouvait-elle voir les yeux bandés? Cette capacité qu'avait développée Mary fut très vite les gros titres des journaux locaux.
et un ami de la famille, A.J. Smith, rédacteur en chef du journal Danville Times, décida d'écrire plusieurs colonnes sur ce sujet. Et avec l'autorisation des médecins et des parents de Mary, il tenta une expérience publique. Devant toute une assemblée, il banda les yeux de Mary. Et Smith lui tendit des lettres cachetées qu'il avait lui-même apportées. Mary était capable de lire chaque contenu sans jamais se tromper. Et quand des personnes de l'assemblée avaient glissé discrètement leur propre enveloppe, Mary les écartait, tout simplement. Mary devient très populaire, mais sa santé ne cessait de se dégrader, à tel point qu'il fallut l'interner dans un asile, une dernière fois. Essayant de la soigner, mais Mary décédera à l'âge de 19 ans, le 5 juillet 1865. Lawrence Wenham vit le jour le 16 avril 1864 à Milford, en Illinois. En 1871, toute la petite famille déménage à Watseka, la ville où vivait Mary Ruff. Lawrence entre dans sa 13e année lorsqu'elle déclare à ses parents « Il y avait des gens dans ma chambre hier soir. Ils n'arrêtaient pas de m'appeler « Rancy, Rancy » et je pouvais même sentir leur souffle sur mon visage. » C'est une semaine après cet événement que Lawrence aidait alors sa mère à coudre un tapis, lorsqu'elle se redressa subitement et déclara à sa mère se sentir mal, et quelques secondes plus tard tomba au sol complètement inconsciente et raide. Elle resta dans cet état plus de 5 heures. Cela se produira quasi quotidiennement maintenant. Lawrence se raidissait, son pouls s'affaiblissait, son souffle devenait court, et sa température baissait significativement. Elle souffrait de douleurs abdominales atroces et murmurait au sujet de visions, parlant aux anges. Ces attaques pouvaient durer jusqu'à 8 heures, et Lawrence semblait changer de voix parfois. Mais à son réveil, elle semblait avoir tout oublié. C'est l'été 1877 que tout bascula. Les crises devenaient de plus en plus fréquentes et Lawrence revenait cette fois-ci avec des souvenirs. Elle était capable de décrire ce qu'elle avait vu, le ciel, les anges. Mais elle disait aussi à ses parents avoir rencontré son frère, Bertie, ainsi que sa sœur Laura, décédée alors que Lawrence n'avait que 3 ans. Comment pouvait-elle s'en rappeler? Puis en septembre, plus rien. L'accalmie fut de courte durée puisque c'est en novembre 1877 que Lawrence fut en proie à de terribles crises, avec des douleurs insupportables à l'estomac. Cela ne faisait qu'empirer et les crises étaient de plus en plus fréquentes, jusqu'à 8 fois par jour. Pour tout le monde, pour tous ses proches, pour ses médecins, Lawrence souffrait d'une maladie mentale et sa place était à l'asile. Le révérend Baker, ainsi que le pasteur de la paroisse, se résolut à écrire à l'asile afin que Lawrence puisse être prise en charge. Mais les parents de Lawrence refusèrent et confièrent leur enfant à 2 médecins. À cette période, le mouvement spirit est à son apogée. Très vite, le cas de Lawrence fait grand bruit dans toute la ville de Watseka, et les Ruff ne tarderont pas à être informés de cette étrange histoire, semblable à celle de leur fille, Mary. Monsieur Ruff demandera à rencontrer Lawrence en compagnie d'un médecin, le Dr Stevens. Le Dr Stevens est un fervent partisan du spiritisme et qui, entre autres, avait pris connaissance du cas Ruff. C'est ainsi que M. Ruff et le Dr Stevens rendirent visite à Lawrence. Et lors de cette première visite, Lawrence était recroquevillée, les pieds sur la chaise, la tête dans ses genoux. Elle regardait fixement le médecin, sans bouger d'un seul centimètre. C'est seulement lorsque celui-ci s'approcha d'elle qu'elle le sommèrent de rester à sa place et de ne surtout pas l'approcher. Le docteur Stevens, surpris, recula. Les parents dirent au docteur que parfois leur fille était possédée par plusieurs entités très agressives.
notamment une vieille femme nommée Katrina et un jeune homme qu'elle appelait Willie. Le docteur Stevens, voulant la soulager, entreprit une hypnose. Laurencie sortit de cet état et le remercia, lui disant qu'elle avait pu réussir à maîtriser les esprits. Le docteur Stevens revint souvent voir Laurencie. Elle était pour lui un excellent sujet d'étude. Quand il l'interrogeait au sujet des esprits qui venaient la visiter, elle déclara qu'il y en avait une en particulier, une qui souhaitait rester, et qu'elle nommait Mary Roth. Puis en février 1878, Laurencie changea brusquement de comportement. Elle devenait douce, gentille, polie et affectueuse. Elle disait ne pas reconnaître ses parents, les Venom, et souhaitait rentrer chez elle, chez les Roth. Quand Madame Roth apprit cela, elle décida de rendre visite aux Venom. Et c'est avec sa fille, Minerva, la sœur de Mary, qu'elle décida d'aller voir Laurencie. Ce jour-là, Laurencie regardait par la fenêtre quand elle aperçut les deux jeunes femmes et s'écria « Ma mère et Nervy viennent me rendre visite !» Nervy était le surnom que Mary donnait à sa sœur. Lorsqu'elles pénétrèrent dans la maison, Laurencie leur sauta dans les bras. Elle semblait les reconnaître et pourtant, elles ne s'étaient jamais rencontrées. Après cette visite et au départ de celle-ci, Laurencie sombra dans une profonde mélancolie. Elle était triste et personne n'arrivait à l'aider. Alors inquiets pour la santé de leur fille, les Venom consentirent à laisser Laurencie chez les Roth, au moins durant quelque temps. Quand ils demandèrent combien de temps elle pensait y rester, Laurencie leur répondit lors d'une transe que les anges lui permettaient de rester jusqu'au mois de mai. À son arrivée chez les Roth, Laurencie semblait tout reconnaître, les pièces de la maison, les amis de la famille, et aussi certains vêtements que portait Mary lors de grandes occasions. Le docteur Stevens, toujours stupéfait, consigna chaque fait et geste de Laurencie. Chaque souvenir qu'elle semblait reconnaître, tout était consigné méthodiquement. Durant 15 semaines, Laurencie vivait comme l'aurait fait Mary. Parfois, Laurencie rentrait en transe et semblait revenir. Elle semblait reprendre possession de son corps, mais durant quelques minutes, voire quelques heures. Puis, Mary reprenait sa place. Un jour, lors d'une consultation avec le docteur Stevens, Laurencie lui parla de sa fille, Emma Angelia, décédée en mars 1849, la fille du médecin. Elle rajoutait qu'elle était heureuse. Elle la décrivit physiquement, donnant des détails incroyables de précision. Lorsque le docteur Stevenson demanda quand l'esprit de Laurencie allait revenir, Mary lui répondit que Laurencie ne reviendrait que quand elle serait rétablie. C'est le 21 mai, après 15 semaines de possession, que Mary dit au revoir à sa famille, les Roth, et Laurencie retrouvera son corps. Les retrouvailles de Laurencie avec sa famille furent intenses. Les Venom venaient de retrouver enfin leur fille. Les parents de Laurencie déclareront: plusieurs membres de notre famille, ainsi que nous-mêmes, croyant maintenant qu'elle a été guérie par la puissance de l'esprit et que Mary Roth y a contribué. Les années passent, et en janvier 1882, Laurencie épousera George Binning. Ils déménageront tous deux au Texas et seront parents de 11 enfants. Laurencie décédera à Los Angeles le 30 août 1952. Elle ne reparlera jamais de Mary Roth et n'évoquera jamais les 15 semaines vécues chez les Roth. Le docteur Stevens écrira un livre où il contera l'histoire dont il a été témoin. Il l'intitulera The Watseka Wonder. Un chercheur psychique, Richard Hodgson, étudiera lui aussi le cas et déclara être convaincu de la possession de Laurencie. Cette histoire eut un impact très important dans le monde du spiritisme et reste admis comme étant la preuve d'un cas de possession dans la communauté spirite.
Alors voilà, je viens de vous conter l'histoire de Mary et de Laurency, telle qu'elle est présentée dans tous les médias, même encore maintenant. Il faut savoir que la maison de Laurency est encore, même maintenant, visitée par des chasseurs de fantômes. Donc quand on dit que c'est une histoire de possession qui est comment dire, qui est la plus documentée, moi les seuls documents que j'ai trouvés sont présentés par le livre du docteur par le livre du docteur Stevens, puisque ce ne sont que des témoignages. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Maintenant, vous pouvez en rester là ou vous pouvez continuer à m'écouter, puisque moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de cette histoire. Voilà. Donc, à bientôt pour ceux qui souhaitent s'arrêter là et à tout de suite pour ceux qui veulent aller plus loin. Et vous êtes encore là. Ben écoutez, je suis ravie. Donc on va continuer avec mon analyse. Effectivement, quand j'ai lu cette histoire, j'ai eu quelques interrogations dont je vais vous faire part. Pourquoi je le mets en deuxième partie? Puisque je voulais que vous ayez l'histoire immédiatement telle qu'elle vous est présentée et mes recherches et mes analyses à moi. Donc elles n'engagent que moi. Après. Donc, on remet toutes les choses dans son contexte. Nous sommes au milieu du 19e. Aux États-Unis comme en France, de toute façon, le spiritisme est à son apogée. Il faut bien comprendre qu'on est à la période des tables tournantes. Le contexte industriel est énorme puisqu'on commence à avoir l'électricité dans les maisons. Donc, à cette période, on considère que des cas de pouvoir, des personnes dotées de pouvoir, il n'y a rien d'exceptionnel, si vous voulez, c'est de la magie, puisqu'on arrive à avoir l'électricité dans les maisons. Donc, si vous voulez, ça choque personne. Moi, ça me pose interrogation sur les phénomènes sur lesquels ont été victimes Mary et Laurency, puisque même à l'heure actuelle, une personne qui est capable de lire les yeux bandés, on va la cataloguer de mentaliste. Il y a des tours de passe-passe qui sont faits et qui à l'époque étaient démontrés par certains journalistes. Et maintenant, on sait très bien qu'il y a des tours de passe-passe qui se font, qui sont très bien faits par les mentalistes. Et on est probablement dans le cas de Mary, dans ce domaine-là, mais pas venant de Mary. Pour moi, je pense que ça vient du journaliste, étant donné qu'on va revenir dessus. C'est lui qui a emmené les lettres et certaines lettres qui n'avaient pas été validées entre guillemets par ce journaliste étaient systématiquement écartées. Voilà, donc là, ça m'a posé interrogation. Donc j'ai cherché effectivement, les pages du journal qu'avait fait ce journaliste. Donc c'était Monsieur Smith. J'ai absolument rien trouvé, évidemment. Je pense que ça n'a pas été conservé. Enfin, sur Internet, j'ai rien trouvé. Mais enfin, si on remet les choses dans son contexte, on en est là. C'est-à-dire qu'on a les tables tournantes. On a eu même des photos où apparaissaient des fantômes et on s'est vite rendu compte que c'était de la supercherie. Enfin bon, on est dans cette période-là, donc il faut bien se mettre dans le contexte où tout le monde admet que c'est possible. Voilà, l'esprit critique n'existe pas, ou très peu à cette époque, et il faut savoir aussi, là c'est très important, c'est que l'étude de la psychologie commence à peine, d'accord. On sait pas encore diagnostiquer les maladies mentales, ou très mal, et ceux qui le font sont des médecins, entre guillemets, généralistes, on n'est pas encore de spécialité. Donc les gens qui commencent à s'intéresser, les médecins qui commencent à s'intéresser, dont Freud, tout ça, à la base, sont des généralistes, et ils vont essayer de chercher, de comprendre ce qu'on va appeler les sciences molles. Donc, tout ça, c'est en pleine évolution, il n'y a encore rien de fait. Il est à noter, et ça c'est important, que dans les cas de crise d'épilepsie, à cette époque, comment on soignait l'épilepsie? On faisait des trépanations, quoi. On vous ouvrait le crâne. Donc je vous laisse imaginer ce qui pouvait se passer, quoi, les dérives. Donc bon, on va aller sur Mary. Donc moi, le premier point qui m'a interrogé, c'est le fait que elle a ces crises d'épilepsie, ça, voilà, on peut pas remettre en doute. Mais
Elle a sa crise, elle a une violente crise où il faut être plusieurs à la tenir. Bon, ben ça me choque pas. Donc elle tombe dans un profond sommeil et quand elle se réveille, elle a les yeux bandés, elle se lève, elle va chercher une encyclopédie et elle lit le mot sang. Bon, pour moi ça c'est romancé. On est très clair. Je vois pas quelqu'un qui sort d'une crise d'épilepsie qui a probablement été trépané avant. Enfin bon, c'est quand même une enfant qui est très malade. Aller se dire, la première chose qu'elle fait, c'est aller lire une encyclopédie. Ça, je pense que c'est romancé. Le fait qu'elle soit capable de lire les yeux bandés, je pense qu'il y a un passe-passe. On le connaît avec le mentalisme, on sait qu'à présent comment les mentalistes font, enfin on n'a pas leur secret, mais on sait que ça se fait. Il y a rien, c'est pas un don, c'est pas magique, c'est du mentalisme. Donc on lui propose des lettres qui sont proposées par un ami de la famille, ça faut le savoir. Donc je connais pas le tour de passe-passe, mais il est bien précisé que c'est un ami de la famille et que certaines lettres qui ont été mises par des visiteurs ou des spectateurs sont écartées. Bon, moi, si je lis des lettres les yeux bandés systématiquement, je vais pas écarter une lettre qui me convient pas. Je suis capable de voir. Donc là, moi, ça m'a posé interrogation. Je me suis posé la question, est-ce qu'on s'est pas servi de cette môme pour faire des articles et vendre des journaux? Voilà, ça c'est mon interrogation. Je trouve ça très très curieux. Donc, pour Mary, il y a que ça qui m'a perturbée. Voilà, encore une fois, on remet les choses dans son contexte, on diagnostique des crises d'épilepsie et elle se réveille avec cette particularité qui, pour moi, n'est qu'un tour de passe-passe. Surtout que ça fait les grandes lignes d'un et plusieurs journaux. Bon, pour Laurency, c'est beaucoup plus complexe. Alors c'est complexe et en même temps pour moi ça me paraît flagrant. Donc Laurency, elle a 13 ans, c'est une jeune fille qui vit tout à fait normalement, elle n'a absolument aucune maladie mentale, enfin on ne lui diagnostique aucune maladie mentale. Et d'un seul coup, elle tombe en espèce de cataplexie comme ça et ses parents s'inquiètent. Ça va durer plusieurs fois. Encore une fois, on est sur des témoignages. D'accord, les médecins qui vont intervenir sur la maladie de cette jeune femme vont demander une étude psychiatrique, enfin un internement psychiatrique. Le médecin qui va, mener les parents vers le mysticisme, le spiritisme, c'est le médecin, le docteur Stevens, et lui c'est un accro du spiritisme. Voilà, il est accro à ça, tout est... c'est un peu un Kardec version médecin, quoi. Vous voyez? Donc, lui, il va dire non, ça ressemble beaucoup au Karoff. Il est fort à parier que les Laurency, enfin les Venom, aient eu vent du Karoff, puisque c'est dans la même ville, même si c'est à l'opposé, c'est dans la même ville. Donc quand il se passe quelque chose d'extraordinaire comme ça dans une ville, il est fort à parier que la quasi-totalité de la population soit mise au courant. Donc les médecins, eux, disent que il est important de l'interner. Il faut savoir aussi que les pasteurs, enfin les religieux entre guillemets, sont du même avis. Alors la religion à cette époque-là, on fait attention puisque elle a pas du tout le vent en poupe. Voilà, l'Église, c'est plus... Enfin, on considère plus que la personne qui fait une crise d'épilepsie est possédée par Satan, ce qui était le cas quelques siècles avant. Mais là, non, on considère plus ça et l'Église se range plutôt du côté des médecins et on le voit bien quand on a un pasteur qui demande à ce que cet enfant soit interné. Bon. Bref, Laurency revient. Alors, moi, je suis pas surprise quand Laurency revient de cette espèce d'état de transe où elle dit avoir vu des choses. Idem, elle raconte à ses parents avoir vu des gens au pied de son lit. Moi, je suis pas surprise. Ça arrive chez beaucoup d'enfants et ça arrive chez beaucoup de médiums de raconter ce qu'ils ont vu. Et donc, moi, ça, si vous voulez, cet enfant, elle a probablement ressenti et vu des choses. Donc ça, je ne le mets pas en doute. Par contre, le moment où je vais mettre en doute, c'est quand elle cite le nom
de Mary Ruff. Pourquoi ? C'est quand même très particulier d'avoir une jeune femme de 13 ans qui dit que Mary Ruff souhaite prendre possession de son corps afin que l'âme de Laurency, parce que c'est un peu ce qui est expliqué dans cette histoire, que l'âme de Laurency se repose et puisse revenir en bonne santé. Moi, je pense que Laurency a été, il n'est pas improbable qu'elle ait connu le cas ou du moins entendu parler du cas de Mary Ruff. Donc ça me surprend pas qu'elle donne ce nom-là en disant il y a une fille, surtout qu'elle le dit au docteur Stevens. Le docteur Stevens, il est venu la rencontrer en compagnie de Monsieur Ruff. Ça, c'est très curieux. Ça veut dire qu'elle savait déjà qui était le personnage en face d'elle. C'est-à-dire qu'elle savait que c'était un médecin. Et elle parle, et quand elle parle de Mary, il y a le papa de Mary qui est présent. Pas encore la maman ni la sœur, mais au moins le papa. Donc moi, ça me pose interrogation. Voilà. Donc déjà pour ce point-là. Donc il est fort probable que cet enfant ait étude des communications médiumniques, on va dire ça comme ça, mais que les parents forts dans le spiritisme, enfin vraiment, on sent bien, moi quand j'ai lu, quand je me suis renseignée, on sent bien que les parents de Laurency sont quand même ferment pas la porte du tout au spiritisme. Ils favorisent même ce fait-là, c'est-à-dire qu'ils favorisent plus l'effet possession que la maladie mentale. Ils se posent pas la question. Après, je peux comprendre qu'on n'envoie pas son enfant dans un asile parce qu'on sait que ça se finit par des trépanations. Donc voilà. Donc je reste très prudente quand j'évoque ça. Mais bon, pour moi, le fait qu'elle cite Mary n'est pas surprenant. Elle a probablement entendu parler de Mary. Voilà. Il faut savoir que cette histoire, elle arrive presque 13 ans après la mort de Mary. Du reste, on va avoir un médecin qui va un philosophe qui va s'intéresser à la psychologie et qui va évoquer le fait que il va étudier le dossier. Donc je vais vous lire exactement ce qu'il a écrit dans un article. Donc, ce psychologue, alors encore une fois, on fait attention, la psychologie n'est pas encore une science identifiée comme telle, d'accord ? Ce sont des médecins généralistes, mais enfin là c'est Monsieur Frank Hoffman, le docteur Frank Hoffman, qui va écrire concernant le cas de Laurency, puisqu'il l'a étudié. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu des gens qui étaient vraiment dans le spiritisme et en disant c'est une vraie possession, et il y a eu des gens quand même qui ont été chercher d'autres informations, qui ont analysé les articles, qui ont analysé le livre du docteur Stevens et qui, eux, ont eu des a priori différents. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Donc, Monsieur Hoffman consigne au sujet de Laurency. Alors, je vous lis la définition. Comme étant un cas typique d'usurpation d'identité hystérique. Alors, pour faire simple, Laurency jouait la comédie. Elle jouait pas la comédie, elle était persuadée être Mary. C'est-à-dire qu'elle avait eu assez d'informations pour se faire passer pour Mary. Mais elle en était convaincue. C'est un cas de maladie mentale, c'est un mécanisme mental qui s'est fait. Elle était persuadée être Mary. Et il est fort probable que les attitudes autour d'elle, c'est-à-dire de ses parents et du médecin Stevens et du père de Mary Ruff, la confortaient. En lui disant oui, Mary aurait fait ça, oui, Mary, elle était comme ça. Mais ce sont des adolescentes qui ont quasiment le même âge et élevées dans les mêmes conditions et dans la même ville. Donc moi, je suis pas surprise que moi, quand je vois les copines de mes filles, vous les mettez à côté, c'est les mêmes. Donc et pourtant elles se connaissent à peine ou voilà, c'est tous les mêmes les mômes quoi. Surtout à cet âge-là. Bref. Alors ensuite, il écrira aussi Hoffman au vu et à la lecture ayant étudié le cas de Laurency. Hoffman écrira également que la famille en deuil, donc la famille Ruff qui était en deuil, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager les Venom.
Voilà, donc je pense, alors on dit qu'ils se sont pas rencontrés, non c'est faux, on a des traces de rencontres de Monsieur Venom à Lawrence, donc il a très vraisemblablement discuté avec les parents. Il se pointe avec un médecin, évidemment, on peut pas dire qu'il n'a pas parlé aux parents de l'enfant qui venait visiter. Donc voilà, lui, il est convaincu que, sans le vouloir, encore une fois, hein, les parents sont en deuil et les Venom ont encouragé, ah oui, effectivement, il y a des ressemblances avec votre fille, et petit à petit. Il y a aussi, alors là c'est intéressant, c'est qu'il y a un journaliste, parce que bon là on a le côté médical, mais on a aussi un journaliste qui a repris un peu tous ces faits-là. Et lui, c'est pareil, il s'est intéressé à Lawrence. Et ce journaliste, c'est Henry Ettingdon Bruce, qui caractérise les Venom comme étant dûment subjectif, il dit aussi également, donc dûment subjectif, ça veut dire que vraiment, il donnait quasiment les réponses, hein, quand on posait des questions à leur fille, c'était presque eux qui donnaient les réponses, mais c'était subjectif, c'est-à-dire qu'ils donnaient pas la réponse complète, mais enfin, ils emmenaient leur fille à ça, à donner la bonne réponse, et disant également que les phénomènes manifestés par Lawrence n'étaient pas plus d'un autre monde que les phénomènes produits par les escrocs de Hodgson à lui-même exposé. Alors, je me suis intéressée à Hodgson. Hodgson, souvenez-vous, c'est un chercheur en psychiatrie, enfin en psychologie pour l'époque, et qui confirme que le cas Lawrence est un cas de possession. Mais Hodgson, il faut savoir qu'il n'était pas forcément apprécié de tout le monde, puisqu'il lui arrivait de mettre en avant des pseudo-médiums qui ont ensuite été traités d'escrocs. C'est-à-dire que peut-être que je ferai un cas sur cette personne-là. Il avait mis une femme en avant, or qu'en fait cette femme, donc elle aurait eu des prédictions médiumniques, enfin bon, peu importe, et en fait tout le monde croyant cet éminent médecin, hein, ce chercheur, en disant oui, il confirme, on sait que c'est vrai, parce qu'on est encore à l'heure actuelle, on est encore convaincu que quand un médecin dit c'est ça, c'est que c'est ça. Bon, à l'époque c'était pareil, hein, il n'y a pas grand changement, donc lui il affirmait des choses et en fait les journalistes, beaucoup de journalistes ont fouillé et se sont rendus compte que les pseudo-médiums qu'ils mettaient en avant étaient des escrocs. Donc Hodgson il se fait un peu démonter, quoi. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur la parole d'Hodgson en disant oui mais il a dit que c'était vraisemblablement une vraie possession, le journaliste il dit ouais attention quoi, parce que lui arrive aussi de mettre des escrocs en avant et puis ça s'avère être pour de bon des escrocs quoi. Donc il prévient tout le monde en disant attention. Alors est-ce qu'il n'y a pas une guerre d'ego entre ces deux personnes? C'est fort probable. Eddington est un journaliste et j'ai pas l'impression dans ses articles qu'il porte Hodgson dans son cœur quoi. Donc il y a peut-être aussi une vengeance. Les arguments sont peut-être un peu forts de café quoi. Mais bon. Lui, quand il lit ça, et il dit pas que ça, hein, donc il dit que effectivement les Venom étaient subjectifs avec les réponses que donnait Lawrence. Il dit que les phénomènes que dénonce Hodgson comme étant une vraie possession, c'est pas forcément une vraie possession, mais il avance pas que ça. Il dit aussi, quand il a étudié tout ça, il dit aussi que les réponses qui étaient données par Lawrence au sujet de Mary n'apparaissaient que lorsque les Roth étaient présents. Voilà. Donc en gros, il dit que dans la journée, alors avant qu'elle aille vivre chez les Roth, Lawrence ne parlait jamais de Mary. Elle appréhendait le sujet Mary que quand il y avait les parents. C'est dingue. Enfin, moi, ça me pose d'interrogation. Moi, c'est plus ça, les histoires d'ego, ce qu'il a dénoncé comme étant, si vous voulez, ça reste une parole. Peut-être qu'il pouvait pas se le voir et qu'effectivement, il a dénoncé Addington a dénoncé Hodgson parce qu'il y a un problème d'ego et pourquoi pas. Donc moi, je fais pas attention à ça. Par contre, ça, c'est précis. Il dit que Mary le sujet Mary n'apparaissait que quand il y avait les parents de Mary. Donc moi là je me pose une question. Voilà, moi ça me pose interrogation puisque quand on lit il n'y avait pas de Mary, Lawrence aurait été possédée par Mary
Elle change de comportement, mais que quand il y a les WOF. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même curieux. Bon, le docteur Stevens, c'est très bien, il va écrire un livre, et il va écrire un livre qui fera fureur, hein, et qui est même maintenant encore utilisé, hein, parce qu'il faut savoir, comme je vous disais en début, c'est que les chasseurs de fantômes vont encore interroger, ne serait-ce que les parents, la lignée parentale des Venom, pour avoir des infos. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand elle a rencontré ce qui sera son mari, Laurency, elle stoppera immédiatement. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus aucune manifestation médiumnique à partir du moment où elle construit sa vie de femme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, puisque si elle avait été médium, les manifestations continueraient. Alors peut-être qu'elle n'en parlait pas, c'est possible, mais étant donné le bruit qu'a fait cette affaire, je pense que si réellement elle avait été médium, on l'aurait su. Et si des manifestations, ou même si elle voulait le cacher, parce que voilà, c'était pas son truc, et encore moins son mari, parce que voilà, son mari rejetait complètement cette facette du spiritisme, elle l'aurait pas caché à tout le monde. Puisque quand on interroge sa famille, parce qu'elle est morte en 1952 de mémoire, donc elle a encore des descendants vivants. Eux, ils disent non, on n'a jamais rien. Enfin, on sait cette histoire, mais elle ne nous en a jamais parlé. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi, je vais vous donner l'analyse que moi j'en ai eue. Donc moi, je vous ai livré. Allez, on va faire simple. Je vous ai livré cette histoire telle qu'elle est livrée de partout. D'ailleurs, il y a eu des films, il y a eu des livres, elle est livrée comme ça. Mais on ne vous parle pas de la face cachée. C'est-à-dire que prenez votre esprit critique et à un moment, vous avez forcément tilté. Pourquoi ces phénomènes-là, qui étaient très courants au 19e, n'existent plus maintenant? C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que quelqu'un qui a une espèce de clairvoyance comme ça, en lisant des livres les yeux bandés, on sait que c'est des tours de passe-passe. Moi, ça me pose interrogation. Des pouvoirs comme ça, puis même, moi, la question que je me suis posée, c'est on admet que Mary est un pouvoir de clairvoyance au retour de sa transe. On l'admet. Pourquoi Laurency ne l'avait pas, puisque c'était Mary? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que moi, ça me pose interrogation. Je vais pas dire que cette histoire est fake, je vais dire qu'à l'époque, ça a pu marquer les esprits. Maintenant, de là à dire que c'est le cas de possession le mieux documenté, j'ai fait des recherches, honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose, hein, mis à part le livre de Stevens et mis à part quelques articles. On n'a pas de témoignage de Laurency, qui elle a complètement balayé, elle a plus souhaité en parler à partir du moment où elle s'est mariée, elle n'a plus du tout souhaité en parler. Alors est-ce qu'elle avait la pression de son mari, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, ça a plus fait du tout de bruit. Voilà, moi les journalistes à cette période-là, je m'en méfie, puisque il fallait qu'ils couvrent des sujets, et on sait tous que le spiritisme à l'époque était très à la mode, donc ils savaient qu'ils allaient vendre. Que ce soit un journaliste qui mène une enquête entre guillemets, qui fasse des tests pour prouver que Mary est un pouvoir de clairvoyance, je vois pas pourquoi un journaliste ferait ça. Enfin, c'est pas aux journalistes de le faire, j'ai envie de dire. Donc c'est déjà, puis en plus c'est lui qui emmène les courriers, les machins. Enfin voilà, ça pue l'arnaque. Mais encore une fois, on se pose au 19e siècle, et au 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle, c'est vraiment, c'est très courant, ça surprend personne, quoi. Voilà. Mais à l'heure actuelle, on est encore en train de dire que c'est le plus grand cas de possession, c'est-à-dire que même l'Église a refusé ce cas-là, c'est-à-dire en disant non, elle souffre d'une maladie mentale. Voilà. Donc, mais bon, l'Église, encore une fois, à cette période-là, elle avait pas le vent en poupe, quoi. Hein, donc, on n'écoutait pas forcément ce que disaient les religieux, et bon, tant mieux, parce que bon, on a dû avoir 2-3 exorcismes alors que les personnes étaient psychotiques, mais enfin bon, bref, personne n'est d'accord sur ce sujet. Moi, je l'ai pris, je vous l'ai exposé tel que moi je l'ai ressenti. Je vous l'ai raconté la manière dont vous allez l'entendre à peu près partout. Et j'ai
pris vraiment les points qui me posaient interrogation et je vous les développe là maintenant. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous, quelle est votre opinion? Je veux pas vous donner mon opinion, même si je vous ai vraiment mené. Pour moi, c'est un fake. Voilà, pour moi, il y a pas eu de possession. La pauvre môme, elle a été mise dans un espèce de tourment comme ça, où elle a commencé à raconter des choses, et puis ça a fait effet boule de neige. Et à 13 ans, comment vous voulez vous sortir de ça, quoi? Donc, elle a continué dans son truc, et puis dès que ça s'est terminé, c'est bon, nickel. Je suis libérée de tout ça, elle s'est mariée, elle en a plus jamais reparlé. Voilà, moi comment je l'ai pris, c'est comme ça. Voilà, je l'ai pas pris comme un truc où elle avait tout oublié parce qu'elle était dans des transes. Non. Voilà, moi c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous trouvez des éléments que je vous ai pas donnés, n'hésitez pas, puisque voilà, j'ai pas mal cherché et j'ai pas trouvé grand-chose. Donc pour un cas super documenté, enfin présenté comme étant le plus documenté de l'histoire, à part le livre du docteur Stevens, j'ai pas trouvé grand chose. Voilà, donc je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.